Bon écoutez, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, écoutez, c'est le retour. Le retour de la chaîne Mathéma à travers ce Twitch. Bonne année. Hein, j'avais pas encore eu l'occasion de le dire vraiment en live. Euh, donc maintenant, c'est chose faite. Bonne année, donc tous mes vœux, que ce soit santé, bonheur, réussite, tout ça, quoi. La santé, bien sûr, par-dessus tout, mais voilà, si vous avez des concours cette année, eh bien, que la réussite soit avec vous pour cette année, évidemment. Que ce soit des concours prépa à Greg ou prépa, classe préparatoire grandes écoles ou autre. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre de particulier? Pas vraiment grand-chose, hein. Écoutez, j'ai déjà envoyé par message un peu sur YouTube ce qu'il en était. J'ai plutôt bien profité de ma pause. Enfin, pause, si on peut vraiment appeler ça pause, mais en tout cas, c'était une pause pour YouTube. Voilà, écoutez, les choses vont plutôt bon train. Je vous donnerai davantage de nouvelles, je pense, à travers un examen. Ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus structuré quand même. Je ne vais pas me lancer à faire ça maintenant. Mais bref, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? À vrai dire, non, pas grand-chose. Donc, on va peut-être se lancer hein, sur ce numéro 4 hein, de la colle du soir. Alors, je me rapetisse. Peut-être pas trop quand même. Faut qu'on me voit. Alors, mettre ça là. Ça m'a l'air pas trop moche. Et donc, lançons-nous sur cette colle du soir. Alors, comme d'habitude, le sujet de la colle est accessible en lien en description, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur la vidéo Twitch. Et puis également, je l'envoie dans le chat, hein, comme à chaque fois, hein, dans le chat de Twitch. Comme vous l'avez décidé à travers un sondage assez récent, où on avait le choix entre trois sujets. J'avais proposé la topologie, qui est celui que vous avez plébiscité le plus pour la deuxième année de classe préparatoire. Il y avait les groupes, je crois, en première année de classe prépa, et je sais plus ce que c'était le dernier. C'était pas les nombres complexes ou quelque chose comme ça? Bon, j'avoue que je ne sais même plus. Mais bref, oui, voilà, vous avez plébiscité avec une très grande partie, hein, un peu plus de la moitié des votes. Et il y en a eu pas mal des votes quand même, pas loin d'une centaine. Donc voilà, merci encore pour cette participation. Eh bien, vous avez décidé que ce soit de la topologie, deuxième année de classe préparatoire. Et donc voilà la planche de la topologie, voilà à quoi elle ressemble. Planche avec des questions très classiques, je pense, qui me semblent vraiment hyper importantes à maîtriser, que ce soit la question de cours ou que ce soit même dans les exos, notamment l'exo 1, je pense que c'est un exercice hyper important à savoir maîtriser. Et puis après, on a deux autres exercices un petit peu plus poussés, l'exo 2 qui est une espèce de variante, si je puis dire, d'un exo de colle que nous avons déjà fait ensemble il y a quelques temps de ça. Il s'agissait en fait de montrer la densité de sinus n. Là, c'est sinus ln de n. Donc je voulais aussi montrer un petit peu cette variante. Et donc ça sera chose faite pour l'exo 2. Et l'exo 3, c'est pour parler et vous faire manipuler une notion un peu moins connue de la topologie, en tout cas à des niveaux classe préparatoire, grandes écoles. C'est quelque chose dont on ne parle pas du tout, qui est la notion de séparabilité pour un espace muni d'une norme ou même espace métrique de manière plus générale. Et donc, vous faire manipuler un petit peu les choses en parlant donc d'exemples assez connus d'espaces séparables, et puis ensuite d'étudier un exemple un peu particulier qui ne sera pas séparable. Voilà, je trouve que c'est une notion assez intéressante à manipuler, et puis c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses, hein, comme à chaque fois de toute façon. Bref, voilà, ça c'est donc la colle, la planche d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, hein, je vais laisser un peu de temps hein, pour les gens qui seraient qui rejoindraient ce live. Je vais laisser un petit peu de temps pour eux, leur permettre de réfléchir aux questions. Et là, tout d'abord à la question de cours, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ok, je m'installe un peu et puis on est parti. Donc énoncer et démontrer le théorème d'équivalence des normes sur un R espace vectoriel de dimension finie. Bon, l'énoncé c'est pas si difficile, mais on va quand même le faire.
Bon, à condition que j'arrive à écrire correctement. Donc l'énoncé est le suivant, soit E un R espace vectoriel de dimension finie. Alors, pour toute norme, pour toute paire N1, N2 de normes sur E, nous avons l'existence de deux nombres réels positifs alpha et bêta, positifs non nuls, d'accord? C'est important, tel que, eh bien, pour tout x dans E, nous avons, et là je traduis ce que ça veut dire avoir des normes équivalentes, n2 de x qui est compris entre alpha n1 de x et bêta n1 de x. Donc voilà, ce que je viens d'écrire à l'instant, c'est pour traduire le fait que les normes n1 et n2 sont équivalentes. Donc ça, c'est dire que n1 et n2 sont équivalentes. Et pour rappel, c'est vraiment très important en topologie, le fait que les normes soient équivalentes, puisque cela permet, bon, même si je trouve que ça c'est quand même un assez gros abus de langage, cela permet de considérer en fait que les topologies vont être les mêmes suivant la norme qu'on va poser dans un espace de dimension finie. Et donc, des abus de langage du type montrer que GLN de... pas GLN, pardon, je vais donner un autre exemple. Mais ça marchait aussi pour GLN de R, mais plutôt l'exercice classique de montrer que ON de R, donc l'ensemble des matrices orthogonales dans MN de R, est compact. Normalement, on devrait préciser par rapport à quelle topologie. Mais le fait de savoir que les normes sont équivalentes nous permet de faire un abus de langage sans préciser par rapport à quelle topologie est-ce qu'on a la compacité donc des matrices orthogonales. Puisque être compact pour la topologie donnée par une certaine norme va être la même compacité que être compact par rapport à la deuxième norme. Donc ça explique vraiment les abus de langage très classiques, comme là je viens de le dire, de montrer qu'un ensemble est enfermé dans un espace vectoriel de dimension finie, etc. etc. Alors qu'en dimension infinie, on précise la norme par rapport à laquelle on fait des calculs de topologie, tout simplement parce que les normes ne sont pas équivalentes à ce moment-là. Personnellement, je trouve qu'on devrait éviter de faire cet abus de langage parce que ça amène à beaucoup de problèmes quand on est dans l'apprentissage justement de ce qu'est en fait la topologie. Et je pense qu'on devrait sans cesse, même si les normes sont équivalentes, tout ça, on devrait sans cesse rappeler par rapport à quelle topologie est-ce qu'on a la compacité, la fermeture, l'ouverture, etc. Je pense que, enfin pour moi en tout cas, ça me semble vraiment très important de le faire. Mais bon, voilà, ceci explique donc les abus de langage. Alors on va se lancer dans une preuve, puisque non seulement il fallait l'énoncer, mais il fallait le démontrer. Et pour la preuve, eh bien, il faut noter que l'équivalence des normes, c'est une relation d'équivalence. Donc c'est une relation d'équivalence sur les normes qu'on peut définir sur E. Et donc il est suffisant de montrer
que toutes les normes sont équivalentes à la norme infinie. Dont il va falloir préciser la définition. Donc à la norme infinie. Et je vais préciser cette norme infinie par rapport à une base. Donc je vais vous proposer une preuve un peu constructiviste. Je pourrais complètement éviter de parler d'une preuve constructiviste, hein, mais j'aimerais bien en parler un petit peu parce que je pense que ça peut être assez utile déjà de montrer qu'on peut toujours avoir une certaine inégalité par rapport à la norme infinie. Et une fois qu'on a cette inégalité, bon, on va devoir, pour avoir l'autre inégalité souhaitée, passer malheureusement à travers un argument par lequel on ne peut pas malheureusement faire autrement, mais on va y venir d'ici quelques instants, j'ai pas envie de trop de divulgacher pour le moment. Donc par rapport à une base fixée. Ok. Donc donnons-nous une base, hein, donc soit B une base, on va noter E1, En. Base de E, je suppose que la dimension de E c'est N. Et donc on va définir la norme infinie comme étant la chose suivante, si X s'écrit somme des xi, ei, i allant de 1 à n, chose qui est toujours possible puisque c'est une base, hein, bien évidemment, alors la norme infinie de x sera tout simplement définie comme l'ensemble, enfin le max, pardon, des valeurs absolues de xi pour i dans un n, bien sûr. Ok, donc on en est là. Donc maintenant, soit n une norme de E, et on va montrer donc que n et norme infinie sont équivalentes. Donc montrons que n et norme infinie sont équivalentes. Soit dit en passant, je ne fais pas l'exercice, mais ça devrait être assez simple de vérifier que la norme infinie, c'est bien une norme, hein, telle que je l'ai définie. Je le mentionne, mais vous pourriez faire le petit exercice de vérifier que ce truc-là, c'est bien une norme sur E. Alors, y a une inégalité qui est assez simple à obtenir, c'est celle de dire que n de x est inférieur ou égal à une certaine constante fois la norme de x infini. Donc je vais commencer par faire ça. En effet, donc, tout d'abord, deux points. Si je m'amuse à regarder la norme de x par rapport à la norme n, donc, bon, je peux utiliser bien sûr son expression par rapport à la base, hein, donc je me retrouve avec ceci, somme des xi, ei, i allant de 1 à n. Et là, les normes satisfaisant l'inégalité triangulaire, je peux utiliser l'inégalité triangulaire sur la norme n pour obtenir que... bon, je vais aussi utiliser l'homogénéité, tant qu'à faire, pour obtenir la chose suivante, c'est inférieur ou égal à la somme pour i allant de 1 à n, de quoi? De valeur absolue de xi fois la norme de i. Bon voilà, super. Et là, j'ai des produits de termes positifs. Et les valeurs absolues de x, je peux majorer par la norme infinie de x. Donc là, je vais pouvoir écrire ceci est inférieur ou égal à la norme infinie de x fois la somme
pour i allant de 1 à n de la norme des EI par rapport à la norme n. Et là, bah, je viens déjà de démontrer donc une inégalité. Hein, je pense que vous pourrez le constater. Si je note bêta comme étant ce machin-là, ce bêta est bien évidemment non nul. Puisque si bêta était nul, ça voudrait dire que tous les n de EI seraient nuls. Et par conséquent, bah, ça veut dire que les EI sont nuls. Et ça, bah, c'est pas possible. Donc je vais l'écrire quand même entre temps. Bêta, donc si bêta était nul, on aurait n de EI qui serait nul pour tout i. Et donc, EI serait égal à 0 pour tout i. Ce qui serait donc une contradiction par rapport au fait que les EI forment une base de E. Donc voilà, bêta ne peut pas être nul. Et donc bah, j'ai déjà démontré une inégalité. Je viens déjà donc de démontrer que n de x est inférieur ou égal à une constante bêta fois la norme infinie de x. Et j'en suis déjà très content. Ok, donc ça c'est fait. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir l'inégalité de l'autre côté, mais l'inégalité de l'autre côté, malheureusement, je ne vais pas avoir un moyen constructiviste d'obtenir ce alpha. Là, ici, je voulais vraiment vous montrer un petit peu une manière constructiviste d'obtenir ce bêta, puisqu'il se trouve que ce bêta, c'est vraiment la valeur maximale qu'on puisse... enfin, la valeur minimale de bêta qu'on puisse obtenir. Pour l'autre sens, malheureusement, ça va être un peu plus technique, mais on va utiliser de la topologie. On ne va pas avoir trop le choix. Et on va utiliser notamment la sphère unité pour la norme infinie. Donc en effet, si je considère la sphère unité, donc soit S comme étant la sphère unité centrée en 0 de rayon 1 pour la norme infinie, cet ensemble-là, c'est un ensemble compact. Donc alors, S est compact, car en dimension finie, hein, on rappelle, car E est de dim fini. C'est le théorème de Riesz qu'on a déjà croisé dans de précédents exodes-cols. Donc E de dimension finie. Je mettrai les références plus tard lors du record de YouTube. Là, bon, j'ai pas toutes les références en tête. Bref, donc E étant de dimension finie, il faut que S soit fermé borné. Je dis des bêtises d'ailleurs, c'est pas le théorème de Riesz. Ah si, c'est le théorème de Riesz, bien sûr, parce que le théorème de Riesz dit que E est de dimension finie si et seulement si la boule centrée en 0 de rayon 1 fermé est compacte. Donc si, c'est bien, le théorème de Riesz, parce que la conséquence, c'est qu'en effet, n'importe quel fermé borné est bien compact en dimension finie, et c'est vraiment une équivalence. Donc, donc, je vais écrire E. S est fermé borné. Alors le fait que ce soit fermé, c'est pas difficile du tout. La norme infinie, elle doit être égale à 1, hein, donc on n'a pas le choix. Voilà. Et puis pareil, borné, c'est pas difficile non plus, puisque la norme de x en norme infinie doit être égale à 1, donc elle est bornée. Voilà, donc fermé borné, c'est vraiment presque évident par rapport à la définition de la sphère. Très bien. Et d'un autre côté, la norme n, elle est continue. Et continue sur E avec la norme infinie, car lipschitzienne. Attends, est-ce que je peux dire qu'elle est lipschitzienne? Je vais te dire ça pour le moment, puis si à un moment donné j'ai envie de bien le justifier, je le justifierai bien, mais normalement ça devrait être assez clair. Ça vient de la définition de norme, l'homogénéité. Normalement ça doit venir...
Ouais. Bref, bon. Je sais pas pourquoi je suis pas 100% convaincu de moi-même, mais on verra bien. Bref, donc on a S qui est fermé, borné, N qui est continu, et donc bah, là j'ai envie d'utiliser la propriété de bornitude sur un compact. En fait, c'est ça, hein. Donc ainsi, N atteint, enfin, est borné sur S et atteint ses bornes. Donc là, notamment, ce qui m'intéresse, c'est le minimum. Donc un minimum qu'on va appeler alpha. OK. Ainsi, si je regarde donc pour x appartenant à E, on a 2 points. La norme de x, donc n de x, qui est égale à, par homogénéité, norme de x infini. Donc je vais me ramener à quelqu'un qui est dans la sphère. Donc je vais faire ceci. Je vais dire que x est non nul, sinon ça n'a pas d'intérêt. Différent de 0. Hop. Donc sur la norme infinie de x, tac. Ça, c'est un coco dans la sphère. Et du coup, je sais que ce truc-là, il est minoré par alpha, hein, ce minimum que j'ai choisi. Qui est donné par le théorème des bornes atteintes. Et donc, j'obtiens alors, en effet, supérieur ou égal à alpha fois la norme de x infini. Et donc voilà, je viens de démontrer que n de x est bien compris entre alpha norme de x infini et bêta norme de x infini. Donc j'ai bien que n est équivalent à la norme infinie. Et donc ceci conclut en effet la preuve du fait que toutes les normes sont équivalentes. Bon, faudra peut-être que je revienne vite fait sur la question de continuité de antenne. Voilà, c'est le live. Pour moi, j'étais persuadé que ça marchait bien comme ça, mais je vais peut-être rechecker vite fait, après coup. Bref. Donc voilà. Et donc, oui, il reste à donner un exemple de deux normes qui ne sont pas équivalentes en dimension infinie. Bon, bah là, les exemples les plus... Enfin, l'exemple auquel on devrait penser tout de suite, parce que ça devrait être un réflexe en classe préparatoire, c'est de penser à regarder des polynômes, ou des fonctions même, hein, l'ensemble des fonctions, à valeur réelle, et puis considérer une suite de fonctions. Donc là, notamment, quand on pense polynôme, on a envie de regarder les x puissance n, et puis voir qu'on a un problème de normes pour les deux. D'un côté, ça va rester constant peut-être, et de l'autre côté, ça va tendre vers 0 ou vers l'infini. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais considérer alors deux normes possibles sur, disons, R crochet x. Donc ici, je vais prendre E égale R crochet x. Et je vais considérer la norme 1, enfin une première norme comme étant la chose suivante. À un polynôme, j'associe l'intégrale de 0 à 1 de P de x carré dx sous une racine. Voire même je peux mettre valeur absolue, peut-être c'est suffisant. Ouais, je vais peut-être mettre valeur absolue, je pense que c'est suffisant. Et puis je vais considérer la norme infinie assez usuelle, donc qui à P associe le sup sur l'intervalle 0,1, donc x 1 de valeur absolue de P de x. Voilà. Bon, ces deux choses-là sont des normes, je vais peut-être pas m'amuser à faire la justification, hein, toujours comme d'habitude, l'homogénéité, une égalité triangulaire, définie et positive, bien sûr. Et donc, là, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui se passe quand je prends x puissance n. Donc pour n entier naturel, on a la chose suivante, la norme de x puissance n, donc la norme n de x puissance n, ça revient alors à l'intégrale de 0,1 de petit x puissance n dx. Et ça va me donner 1 sur n plus 1 assez rapidement. Un primitif de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et je dois le calculer en 0 et en 1, faire la soustraction. Donc j'obtiens 1 sur n plus 1. Et on voit assez rapidement que ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Tandis que la norme infinie
sur l'intervalle 0,1 de x puissance n, bah, c'est toujours égal à 1. D'accord? Parce que la fonction, c'est une fonction croissante de 0,1 vers 0,1. Et puis, bon, c'est assez clair hein, que la valeur maximale est atteinte en 1. Donc ainsi, bah, on ne peut pas avoir... Donc là, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas avoir... Donc, je vais écrire ça. Ainsi, norme de x puissance n sur norme de x puissance n infini tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et pourtant, bah, s'ils étaient équivalents, donc si, or... Ah, je vois un message. Ah, merci, voilà, c'est ça. Oui, je pensais à ça, mais j'étais pas sûr. Merci. Donc, je vais l'écrire un peu après pour la continuité. Je voulais dire Lipschitzian, mais j'étais pas sûr de moi. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc, ouais, ce que j'allais dire, c'est si n, donc si n est norme infinie était équivalent, on aurait l'existence d'un alpha tel que ceci serait minoré par ce alpha. Donc terminé, contradiction. Et donc en effet, les normes ne sont pas équivalentes. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et donc oui, donc merci encore au chat donc pour la justification que n est continue, ça vient en effet du fait qu'elle est lipschitzienne. Je sais pas, enfin ouais, bon j'ai juste bugué hein, tout simplement, mais merci de m'avoir remis sur le droit chemin. Donc en effet, si on regarde valeur absolue de n de x moins n de y, hop, ça c'est inférieur ou égal par inégalité triangulaire inverse sur ce coup-là, de la norme de x moins y, et ça c'est inférieur ou égal par ce qu'on vient de démontrer à bêta norme de x moins y infini. Donc ça permet de dire que la continuité, elle est donnée par la Lipschitzienté. Yes. Super. Donc voilà, maintenant tout est justifié et on est bon. On est bon pour cette question de cours. Bon, je remonte un peu sur le sujet et puis bah, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir au premier exercice de cette feuille. Hop. Exercice très classique. Donc on a un E, un R espace vectoriel muni d'une norme, induisant une topologie donc, et F un sous-espace vectoriel. Montrez d'abord que si F est d'intérieur non vide, alors F est égal à E. Et puis ensuite, dans le cas de dimension finie, montrez que F est fermé. Et une question est mise en suspens dans le cas où E est de dimension infinie. Je vais donner une petite indication pour l'exo 1, question A. Bon déjà, il faut traduire ce que ça veut dire avoir un ensemble donc d'intérieur non vide. Puis ensuite utiliser la propriété que votre ensemble c'est un espace vectoriel. Et il faut l'utiliser à bon escient. Du style essayer de se ramener à 0 et puis jouer avec des multiples. Voilà. Je pense que j'ai donné une piste assez précise, mais voilà. Et puis pour le B, bah, il faut se poser un petit peu la question, ok, qu'est-ce que ça veut dire avoir un sous-espace vectoriel de dimension finie?
Puis une fois que vous vous êtes posé la question, que vous écrivez un petit peu ce que ça veut dire, et puis ensuite que vous cherchez à écrire ce que ça veut dire aussi avoir un ensemble fermé, et ben normalement les choses devraient aller d'elles-mêmes. Ensuite, pour trouver un contre-exemple, la réponse à la question après en dimension infinie, ça va être faux. Et pour trouver un contre-exemple, bon là, on peut essayer de faire appel à ses connaissances. Donc voilà, si vous pensez à des propriétés sur les ensembles de fonctions, c'est là-dedans que vous pourriez trouver des contre-exemples. Notamment un important, hein, ça sera l'occasion de rappeler un résultat assez utile et assez important d'analyse. Hop. Je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est bon. Alors, pour cet exercice 1, donc petit a. Donc montrer que si f n'est pas, est d'intérieur non vide, ou n'est pas d'intérieur vide, alors f est égal à l'espace vectoriel E tout entier. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire du coup que f n'est pas d'intérieur vide? Bah, ça veut dire que son intérieur est non vide, oui, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, ça veut dire qu'il contient une boule ouverte. Voilà, ça veut dire que cet ensemble-là contient une boule ouverte. Donc il existe un élément A dans F et donc un élément A dans F. Je vais essayer d'écrire un peu correctement. Et il existe un rayon R strictement positif tel que la boule centrée en A de rayon R est incluse dans F. Très bien, mais F c'est un sous-espace, c'est un espace vectoriel. Donc comme c'est un espace vectoriel, on peut se ramener à 0 assez rapidement, en effet. Donc F étant un sous-espace vectoriel de E, on a, si on s'amuse à enlever aux éléments de la boule le vecteur A, donc avec U dans la boule centrée en A de rayon R, eh bien on va se retrouver avec la boule centrée en 0 de rayon R. Et cette boule-là, elle est aussi incluse dans F, la structure d'espace vectoriel. Et donc, maintenant, si je m'amuse à multiplier tous les vecteurs que j'ai par un scalaire, je reste dans l'espace vectoriel. De plus, pour tout lambda, et là je prends notamment des réels positifs, non nuls, la boule centrée en 0 de rayon lambda R va être incluse dans F. Et donc je pense que vous l'aurez compris, en faisant tendre lambda vers plus infini, on obtient que F, c'est tout E. Voilà. Bon, après, si vous voulez écrire un tout petit peu plus proprement, prenez un vecteur de E, considérez sa norme, et puis considérez un lambda de façon à ce que lambda fois R soit strictement plus grand que la norme de ce vecteur. Par conséquent, alors le vecteur va appartenir à cette boule, mais cette boule, elle doit être incluse dans F, donc ça va appartenir à F. Voilà. Si vous voulez l'écrire avec un peu plus de détails, vous pouvez faire ça, mais à vrai dire, ce que je viens de dire là suffit amplement. Ça suffit amplement. Donc voilà, c'est un petit jeu à faire avec une boule ouverte dans un espace vectoriel. Je trouve ça assez rigolo. Ok. Et puis bon, ça permet aussi de rappeler ce que l'on entend aussi par ensemble d'intérieur vide. Le B, donc le B, si E est de dimension finie, montrez alors que F est fermé. Donc E est de dimension finie. On a F
toujours notre SEV de E. Et donc c'est ce que je disais quand je vous disais essayer d'interpréter ce que ça veut dire avoir un sous-espace vectoriel de dimension finie. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une famille, une base notamment, de mon espace F. Je vais simplement faire ça. Donc, soit... Alors je peux m'y prendre de différentes manières, à vrai dire. Est-ce que je la tente de manière élégante? Ouais, je peux la tenter de manière un peu élégante. Donc la manière élégante à laquelle je pense, c'est d'essayer de dire qu'on a affaire à des images réciproques par des applications, par des applications continues, ou donc linéaires aussi, par des applications linéaires continues, d'ensemble fermé, puis faire des intersections. Je trouve que c'est pas trop mal. Après, on peut peut-être aussi y aller d'une manière directe. Moi, je vais peut-être le faire de manière un peu élégante avec cette histoire de forme linéaire, ça fera pas de mal pour les rappels. Donc je vais considérer une base, donc soit B, une base de E, donc E1, En, base de E, telle que E1 jusqu'à EP forme une base de F. Avec bien entendu P inférieur ou égal à N. Ok. Et puis on peut considérer alors les applications, donc soit... Tac, tac, tac. Soit phi, l'application qui a x égale somme des xiei, i allant de 1 à n, envoie juste la composante xi. Donc phi, je vais l'appeler phi indice i. Donc j'envoie tout simplement la valeur de la im composante, quoi. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Bon, bah ça, c'est bien des formes linéaires. Phi i est une forme linéaire et comme E est de dimension finie, elle est aussi continue. Ok. Et on pourra noter alors un truc assez rigolo, c'est que donc 2 plus, on a que notre espace F, c'est l'intersection des noyaux des phi I allant de P plus 1 à N. Bah oui, parce que pour être dans F, il faut être dans vecte de E1 EP, et pour que cela se produise, bah, il faut envoyer les autres composantes vers 0. Donc envoyer les autres composantes vers 0, ça veut dire exactement être dans le noyau de chacun des phi, donc de tous les phi. Et là, bah, nous avons une intersection de fermés. Hein, je pense que c'est assez clair. Donc, est-ce que je dis des bêtises en faisant ça? Mais je pense que non. Donc, phi i étant continu, ker de phi i, c'est l'image réciproque par une application continue d'un fermé. Donc ça, c'est un fermé de R. Et bah, phi i, on a dit, c'est une application continue. Donc, par image réciproque, on va essayer d'écrire un tout petit peu mieux, d'un fermé par une application continue. Donc c'est un fermé. Et bah, là, F, c'est une intersection de fermés. Là, c'est une intersection finie. Mais à vrai dire, ça aurait pu être une intersection quelconque. Ça n'aurait pas posé de problème. C'est une intersection finie de fermés. Donc,
F est fermé. Et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je la trouve un peu assez élégante. C'est parce que là, on utilise justement cette propriété euh, un peu élaborée, mais quand même assez jolie, du fait que l'image réciproque d'un fermé par une application continue, c'est un fermé. Donc voilà, bah, ça marche plutôt bien. Donc bah, je m'en sers. Sinon, une autre preuve possible, hein, je le redis quand même, ça aurait été de dire bah, j'ai f qui est vecte de E1 EP, et là je peux utiliser une caractérisation séquentielle d'un fermé, donc c'est-à-dire je prends une suite d'éléments qui est dans f, qui tend vers un certain élément qui est dans E, et je veux montrer que ce dernier élément est dans E. Et pour que cela soit possible, bah, il faut que chacune des composantes des EI pour I allant de 1 à P bah, tendent vers quelque chose. Mais par contre, il n'y a pas de nouvelles composantes qui vont apparaître, quoi. On n'a pas la possibilité d'avoir une nouvelle composante qui apparaît. Sinon, bah, ça voudrait dire qu'on serait toujours à un écart epsilon par rapport à l'espace F. Ça va être une espèce de jeu de distance, si vous voulez, qui ne sera malheureusement jamais réduit à zéro. Donc, bah, ça contredirait la limite. Voilà, on pourrait très bien le faire aussi de cette manière-là. Ça marcherait aussi bien. Ok, donc ça c'est fait. Et donc maintenant, qu'en est-il en dimension infinie? Alors, dim infini. Voilà, vous avez le choix vraiment de l'exemple. Je peux éventuellement en donner deux. Un premier exemple qui est un exemple de cours, c'est de penser au théorème de Weierstrass. Donc si vous pensez au théorème de Weierstrass, vous savez que les fonctions polynomiales, donc les fonctions polynomiales sur un segment, bon, disons le segment, on va dire 0, 1, est dense dans les fonctions tout court, hein, qui vont de 0 à 1 vers R. Fonction continue d'ailleurs, il faut quand même que je dise continue, sinon ça va pas. Fonction continue de 0 à 1 vers R. Ok. Et donc à quel sens? Parce que là il faut que je précise la topologie, au sens de la norme uniforme, donc la norme infinie. Et donc bah voilà un premier exemple. En effet, l'espace des fonctions, donc l'espace des fonctions continues, je vais la noter C0 de 0 à 1 vers R. Donc E, ça pourrait être ça. Et F, ça pourrait être l'espace des fonctions polynomiales, que je vais simplement écrire R crochet X par un petit peu abus d'écriture. Donc F, c'est l'ensemble des fonctions polynomiales à valeur dans 0,1 vers R, donc à valeur dans R, mais bien sûr défini ici sur 0,1. Et donc bah, on a que F est dense dans E, donc ça veut dire que l'adhérence de F, c'est E. Et pourtant, F est clairement différent de E. Hein. Il y a bien des fonctions continues qui ne sont pas polynomiales. Je pense que ça devrait être assez clair, comme la fonction, par exemple la fonction sinus ou la fonction racine carrée, enfin bref. Voilà, ça devrait être assez clair. Ou la fonction exponentielle. Bref, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je pense pas grand-chose. Hein. Donc voilà, écoutez, on a notre contre-exemple. F n'est pas fermé. Très bien. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple pour lequel on aurait pu penser, c'est notamment considérer un hyperplan. Un hyperplan par rapport à une fonction qui n'est pas continue, donc par rapport à une application linéaire qui ne serait pas continue, donc une forme linéaire qui ne serait pas continue. Bah, je pourrais continuer avec l'ensemble des fonctions continues de 0,1 vers R. Donc toujours E comme étant égal à cette chose. Et puis F, bah, on va dire que ça va être l'ensemble des fonctions dans E, telles que f de 0 égale 0, par exemple. Donc ça, c'est en fait le noyau
de l'évaluation en 0. Et en fait, on peut montrer, ça fait partie des résultats assez classiques, on peut montrer que f bar c'est tout E. Et bien sûr, f c'est pas E du tout. Voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans un autre exercice. Peut-être, oui, il faut que je précise la norme encore une fois par rapport à quoi je parle de densité. Là, on pourrait utiliser, est-ce que la norme uniforme est un bon choix? Peut-être que oui, mais je pense que j'ai pas envie d'utiliser la norme uniforme. J'ai plutôt envie d'utiliser la norme 2. Voilà, c'est ça. Donc il faut que j'utilise la norme 2 si je veux que ce soit propre et que tout marche correctement. Donc je vais utiliser la norme 2. Je suis moins sûr si la norme infinie fonctionne. Je pense que ça va tiquer si je fais la norme infinie. Donc je préfère faire la norme 2. Je suis sûr que la norme 2, elle fonctionne. Donc 0 à 1 de f de t carré dt sous une racine. Et en fait, l'avantage de la norme 2, c'est que je peux utiliser le produit scalaire. Et notamment, on peut montrer que l'orthogonale de f, c'est 0. En fait, c'est ça le truc. L'orthogonale de f, c'est 0. Pour le produit scalaire issu de la... Enfin, d'où est issu la norme 2. Et ça, c'est équivalent à dire que l'espace est dense. Donc, par la même occasion, ça permet aussi de montrer que l'évaluation en 0 n'est pas une fonction continue. Voilà. Donc, il y a bien des applications linéaires qui peuvent ne pas être continues en dimension infinie. Voilà. Bien, je pense que c'est pas trop mal. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer quelques messages. Hein. Ça fera un plaisir d'y répondre. Et je remonte alors dans l'énoncé en vous mettant sous les yeux l'exo 2 et éventuellement l'exo 3 si vous avez bien avancé sur l'exo 2. Je vais vous laisser, bon, je sais pas si une dizaine de minutes ça serait trop, mais peut-être un peu moins d'une dizaine de minutes pour essayer de faire l'exercice 2 avant que je vous donne une correction. Moi, je vais donner une petite indication pour l'exo 2. Donc l'exo 2, c'est vraiment un cousin de l'exercice de colle que j'avais donné précédemment avec sinus n, pour n dans z. C'est un cousin parce qu'il faut penser un peu de la même manière. C'est-à-dire que sinus de ln de n, c'est la même chose que sinus de ln de n plus 2k pi, par exemple, pour k dans z. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec deux suites, deux suites qui vont s'entremêler un peu, la suite des ln de n et les 2k pi. L'idée, grosso modo, c'est d'essayer de montrer que l'ensemble des ln de n plus 2k pi, ça c'est dense dans R. Si vous faites ça, après vous n'avez plus qu'à appliquer votre fonction sinus qui est une fonction continue et vous arriverez à conclure. Alors après, toute la difficulté va résider sur le fait de montrer que ln de n plus 2k pi, c'est dense. Et pour vous donner une petite idée de comment on montre ça, je vais simplement vous dire que la fonction ln, elle a quand même une petite propriété rigolote, c'est qu'elle tend vers plus infini, tout en faisant en sorte que les valeurs, au fur et à mesure, croient, mais alors de moins en moins vite. Donc là, notamment, ça se traduirait par le fait que ln de n plus 1 moins ln de n, la limite, c'est 0 quand n tend vers l'infini. Pourtant, ln de n tend vers plus infini quand n tend vers l'infini. Donc il faut essayer de jouer avec ce truc-là, plus bien sûr les deux capis, pour essayer de montrer qu'on peut, étant donné un réel quelconque, s'en approcher autant qu'on voudrait. Voilà, je pense que ça vous donne un peu la piste à suivre. Aussi j'y pense, je le redis, mais dites-moi aussi si vous seriez intéressé pour avoir les notes. Pour le moment, je ne les partage pas. Je les garde dans mon coin, mais si à tout moment, ça peut être utile. Je dis ça aussi aux gens qui regarderont la rediffusion. N'hésitez pas à le dire, à le signaler, je serai content de les partager, si toutefois ça peut être utile.
sinon, bon, je pense qu'avec les explications que je donne, et en faisant les choses comme ça en live, c'est suffisant, mais... Ok. Oups. Tac. Alors, on est parti pour la résolution de cet exo 2. Alors, comme je l'ai dit, en fait, il suffit, donc pour montrer ce qui est demandé, l'exercice, il suffit de montrer que l'ensemble des ln de n plus 2k pi, avec n entier naturel non nul et k dans z, est dense dans R. Si on arrive à montrer ça, ben on a gagné. J'expliquerai, si ça vous saute pas aux yeux, j'expliquerai très rapidement ensuite pourquoi cela suffit. Donc, l'idée est la suivante, hein, je l'ai dit à l'oral, je vais maintenant l'écrire. Il y a deux choses importantes concernant la suite des ln de n. D'une part, ln de n tend vers plus infini quand n tend vers l'infini. Bon, d'ailleurs, soit dit en passant, la suite est croissante. Peut-être que ça peut être utile aussi. Ah. Je vais peut-être le mentionner aussi, même si c'est pas... Donc on va dire 3 points importants, mais la croissance n'est pas forcément des plus importantes. Puisqu'on pourrait quand même s'en sortir, même si on avait juste eu la suite qui tendait vers plus l'infini quand n tend vers l'infini. Et le deuxième point que je vais... Enfin, le troisième point, du coup, que je vais mentionner. Donc le deuxième point que je vais écrire, c'est juste que ln de n est croissante. Strictement. Et donc le dernier point qui m'intéresse le plus, c'est le fait que ln de n plus 1 moins ln de n, qui je le rappelle est en fait égal à ln de 1 plus 1 sur n. Bon, écrit comme ça, c'est beaucoup plus simple. On voit bien que quand n tend vers l'infini, ce machin-là tend vers 0. Alors du coup, c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher autant qu'on voudra d'un réel qu'on aurait choisi au préalable, puisque bon, le fait que la différence des ln soit aussi petite qu'on veut, dès qu'on va se placer correctement vis-à-vis des multiples de 2 capi, eh bien, on va pouvoir juste additionner suffisamment de fois ce qu'il faudra pour que le ln, enfin les deux ln qu'on va choisir, ln de n plus 1 et ln de n, entourent le réel qu'on choisit. Donc globalement, l'idée, elle est là. Alors pour pouvoir bien mettre en place cette idée, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà interpréter qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là soit satisfait. Donc je vais peut-être l'encadrer d'une autre couleur. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là est satisfait? Bon, j'utilise du epsilon. Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un n0 entier naturel, tel que pour n'importe quel n supérieur ou égal à n0, on a ln de n plus 1 moins ln de n. Je n'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues parce que la suite est strictement croissante. Ce truc-là est inférieur à epsilon. Soit dit en passant, je vais mettre supérieur à 0 quand même. Mais c'est surtout inférieur ou égal à epsilon qui m'intéresse davantage. Ok, alors maintenant que j'en suis là, ce qu'on peut constater alors, c'est que si je prends un x, donc en prenant est-ce que je l'appelle x? Ouais, je vais l'appeler x.
Donc si je prends x, un réel, tel que x est plus grand que ln de n0, je peux considérer, je sais pas comment je vais l'appeler n1. Je peux considérer n1 comme étant le max des le max des n tel que ln de n est inférieur, donc à x, ici c'est x, bien sûr un réel positif du coup parce que j'ai mis ça. Hein. Donc c'est ce que je disais, je vais prendre n tel que ln de n est inférieur à x, voilà c'est ça que je veux. Voilà. Donc ça c'est toujours possible puisque ln de n tend vers plus infini. Donc il y a forcément un moment où ln de n va être plus grand que le x que j'ai choisi. Et ce qui va être donc très important, c'est que je vais avoir ln de n1 qui va être inférieur ou égal à x, qui va être inférieur strict à ln de n1 plus 1. Je vais me retrouver avec cet encadrement. Et par conséquent, vous l'aurez compris, si je m'amuse à faire moins ln de n1 partout, je vais me retrouver avec 0 qui est inférieur ou égal à x moins ln de n1. Je n'ai pas besoin de valeur absolue, qui est inférieur strict à ln de n1 plus 1 moins ln de n1. Et comme n1 est plus grand que n0, par croissance de ln, eh bien on conclut que ce truc-là va être inférieur ou égal à epsilon. Donc vous voyez, si x est assez grand, on n'a même pas besoin d'un multiple de 2pi, enfin a priori en tout cas, on n'a même pas besoin d'un multiple de 2pi pour s'assurer que on va être aussi proche que l'on veut du x. Maintenant la question c'est comment je m'en sors si mon x n'est malheureusement pas un réel assez grand, ou alors comment est-ce que je adapte mon calcul dépendant de epsilon. Eh bien on va voir là dans quelques instants, puisque maintenant je vais faire le cas général. Donc si j'établis le cas général, soit y, je vais l'appeler y exprès, donc soit y un réel, ok, et soit epsilon un nombre positif, hein, donc là je vais faire mon raisonnement entier, soit epsilon un nombre positif, considérons, et ça on peut toujours le faire, indépendamment de y, considérons n0 l'entier tel que pour tout n plus grand que n0, on a bien ln de n plus 1 moins ln de n qui est plus petit que epsilon, et donc bien sûr plus grand que 0. Ça marche. Donc ça c'est bon. Et donc l'idée va être la suivante. Je vais considérer... Alors à vrai dire, je me rends compte que j'ai même pas besoin de regarder des entiers relatifs, je pourrais juste regarder des entiers naturels. Ça pourrait être entièrement... Enfin, ça peut être complètement suffisant. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Oui, ça pourrait être suffisant si je me restreins, il faut que je me restreigne à R+. Donc là, comme je veux travailler avec des entiers négatifs, j'aimerais bien quand même pouvoir... Donc ouais, peut-être... Ouais, oui, donc vaut mieux que ce soit des entiers relatifs. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit des entiers relatifs quand même. Si je veux pouvoir le faire sur tous les réels. J'allais commencer à m'emballer. Peut-être pas une bonne idée de commencer à s'emballer, c'est pas bien. Mais bref, bon. Donc ce que je vais faire, c'est exactement ce que je commençais à dire. Je vais considérer K, soit K, un entier relatif, tel que... Bon, en fait, ça va être un entier naturel non nul ici, tel que je vais pouvoir assurer que y plus 2k pi est plus grand que ln de n0. Donc on pourrait considérer le plus petit entier k qui vérifie ça, hein, bien sûr.
Donc on se retrouve avec ça. Ça, c'est tout à fait possible parce que quand 4 envers l'infini, 2 capi, 7 envers plus infini, hein, donc ce que j'écris fait totalement sens. Et donc, bah, ça va jouer le rôle du x de tantôt. Et donc, bah, vous l'avez vu, il existe alors n1, entier naturel, tel que eh bien, x plus 2k pi moins ln de n1. Et bien ça, c'est donc positif bien sûr, mais surtout plus petit ou égal à epsilon. Et donc bah, ce machin-là, c'est la même chose que y moins ln de n1 moins 2 capi. Tac. Et là, on est content. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer qu'il existe toujours un élément aussi proche de ce que je veux d'un réel quelconque y. Donc ainsi. L'intervalle, si vous voulez, je peux l'écrire comme ça. L'intervalle ouvert y moins. Donc je peux même faire strict, hein, parce qu'en fait l'inégalité est stricte plus haut. Hein, la composée d'une stricte avec une large, ça donne une inégalité stricte. Donc je peux écrire que l'intervalle suivant, intersecté avec l'ensemble que je regarde, donc ln de n moins, enfin plus 2k pi. Je vais peut-être l'appeler K0 juste histoire de ne pas mélanger les K quelconques et les K0 que j'ai envie de choisir. Donc j'ai ça avec n entier naturel non nul K dans Z. Ben, c'est non vide. Et donc ça, c'est exactement dire que pour n'importe quelle boule ouverte, centrée, enfin autour de, enfin contenant Y, plutôt ça, n'importe quelle boule ouverte contenant Y s'intersecte avec l'ensemble que je veux considérer. Donc bah, ça veut dire qu'en effet, l'ensemble que j'ai est dense. Donc, l'ensemble des ln de n plus 2 capi, K dans Z, est dense dans R. Et donc, alors, comme la fonction sinus est continue et surjective, si on voit bien sûr sinus comme fonction qui va de R vers moins 1, 1, on déduit que bah, sinus de mon ensemble qui n'est rien d'autre que l'ensemble que je regarde, hein, donc l'ensemble des sinus ln, est dense dans, l'intervalle moins 1, 1. Et ceci conclut la résolution de cet exercice. Voilà, je trouve que c'est assez joli comme exercice. Et bon bah voilà, comme j'ai dit, c'est un cousin de la fonction, enfin de l'autre densité sinus n dans l'intervalle moins 1, 1. C'est un cousin parce que l'idée est la même. C'est vraiment, j'oublie le sinus, je fais intervenir la périodicité du sinus pour avoir finalement une combinaison, enfin un plus grand nombre d'éléments possibles. Et je regarde si cet ensemble-là est dense. Dans le cas de sinus n, on utilise le fait que les sous-groupes de R, les sous-groupes additifs de R, sont des sous-groupes qui sont soit monogènes, soit denses dans R. Et là, bah, en l'occurrence, on se retrouverait avec un sous-groupe dense. Ici, bon, bah, là, on joue avec un truc un petit peu plus subtil.
en te disant, bah en fait, je peux très bien. Donc le truc un peu subtil, c'est je jouais surtout avec le ln, puisque le ln à la fois tend vers plus infini, mais aussi l'écart des termes de ln est de plus en plus petit. Et en jouant là-dessus, bah en fait, la bonne idée, c'est de d'abord utiliser les deux capis comme une espèce d'échelle, pour nous dire, bah ok, je prends un x quelconque, ou un y quelconque, et je cherche le multiple de deux capis le plus proche possible, de façon à le faire remonter assez loin dans les réels positifs, pour que bah, là, on va pouvoir jouer avec les différences de ln plus 1 moins ln de n, qui sont aussi petites qu'on veut, et donc se rapprocher aussi proche, c'est mal dit, mais c'est pas grave, aussi proche que l'on veut du nombre réel que l'on souhaite. Voilà, je le trouve assez joli cet exo. Sachant que le principe que nous avons là décortiqué avec ln de n et avec les deux capis peut se généraliser un petit peu plus avec une suite un et une suite vp, où un tend vers plus infini, un plus 1 moins un tend vers 0 et vp tend vers plus infini. Ça peut complètement se généraliser. Ok. Bon, bah, il nous reste un exercice, pas des moindres. L'exercice 3, donc je remonte. Tac. Voilà l'exercice 3. Donc voilà, un exercice qui va vous permettre de vous introduire à la notion de séparabilité. Donc notion que l'on rencontre très peu en classe prépa, mais là ici l'objectif c'est de vous familiariser un peu avec une nouvelle notion de topologie, comme ça pourrait arriver dans un cadre de concours, que ce soit concours écrit ou que ce soit à l'oral type central ou XENS. Et ouais, hein, si vous vous posez la question, bien sûr je suis de nouveau à Leeds. De toute façon j'ai déjà dit que j'allais commencer des cours à donner à l'université de Leeds. J'ai enfin fini l'écriture des notes de cours, qui seront très très bientôt accessibles sur le site web, tout comme normalement sur le site du cours, mais je pense que je vais les rendre aussi accessibles un peu à tout le monde. Donc cours de combinatoire. Bon, les notes sont en anglais, hein, donc évidemment, pour les gens qui ne sont pas anglophones, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, un cours de combinatoire, je pense assez amusant, assez sympa. Il y a de quoi faire. Évidemment, j'ai tapé beaucoup plus de substance que ce que je ferais en classe. Évidemment. Mais bon, au moins, ça leur donne un très bon support, bien détaillé, avec tout ce qu'il faut. Donc, étudiant de troisième année de licence, hein, équivalent à ça, hein. On appelle ça plutôt troisième année de bachelier. Un peu comme au Canada ou aux États-Unis, j'imagine, puisqu'on dit bien baccalauréat. Bref. De toute façon, elles sont là, hein, je les ai imprimées, mes notes de cours. Attendez, hop, je l'ai, voilà. Ouais, elles sont là, hein. Elles sont là, les notes de cours. Ouais, je les ai imprimées pour une dernière relecture, vérifier que tout est OK. Bon, j'ai vu qu'il y a encore 2-3 petites choses à corriger, mais bon. Le gros du gros est déjà là, hein. 90 pages, le bestiau. Puis ouais, donc première expérience à donner cours en anglais, je pense que ça va être chouette. J'ai hâte de démarrer. Premier cours, ça sera mardi. Bah, je vais vous donner des indications pour l'exo 3. Bon, la première question, ça devrait être assez évident, hein. Je pense que donner un exemple d'un espace séparable, si vous avez bien compris ce que ça veut dire être séparable dans la définition au-dessus, donner des exemples, ça devrait aller. Pour le B, bah, il faut faut essayer d'utiliser ce que ça veut dire être dense, d'avoir un ensemble dense. Et avoir un ensemble dense, ça veut dire quelque chose d'assez particulier. Ok, vous pouvez le traduire en termes de suite, hein, bien sûr. Mais vous pouvez aussi le traduire en termes de boule ouverte. Et c'est notamment celle-ci qu'il faut essayer d'utiliser. Donc il faut utiliser une question de boule ouverte. Et vous allez voir que vous allez rentrer en conflit avec la question que D est dénombrable. Assez rapidement.
Et puis le C, bon, comme c'est à en déduire, devrait le pressentir, mais je le dis quand même, ça va être une application de la question B. Une application assez directe de la question B, qui vous donnera donc à la fin un exemple d'un espace qui n'est pas séparable. Donc soit E, un K espace vectoriel normé, un K étant les réels ou les complexes, et nous dirons que E est séparable s'il existe une partie D de E dénombrable et dense. Donc, première question, on demande de donner des exemples simples d'espaces séparables. Bon, bah, des exemples simples. Un exemple hyper important auquel vous devriez penser, c'est bien sûr les réels par rapport à n'importe quelle norme. Mais en fait, bah, les exemples, la famille d'exemples la plus importante, c'est précisément R puissance n, muni de n'importe quelle norme, à vrai dire. Et vous prenez les rationnels. Et vous prenez les rationnels puissance n, bien sûr, qui sera bien un ensemble dense de votre espace. Donc voilà. Et puis bah, vous pouvez aussi faire un truc avec les complexes si vous voulez. Donc vous pouvez très bien faire Cn avec la norme. Et ce qui va servir de partie dense, ça peut être Q crochet I puissance n. Donc Q crochet I ici, c'est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent A plus IB avec A et B des rationnels. Hein. Juste, je vais peut-être le réécrire pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, donc ça devrait être les premiers exemples auxquels vous devriez penser. Alors maintenant, deuxième question. Donc là, on a l'existence d'un epsilon positif strict et d'un ensemble I infini non dénombrable d'une famille xi telle que la distance entre les xi est plus grande que epsilon. On demande à montrer que E n'est pas séparable. Donc il faut se lancer par l'absurde. On suppose que D est un ensemble dense et dénombrable de E. Et donc là, comme je le disais, il faut utiliser la propriété de densité par rapport aux ouverts. Et donc la bonne idée, c'est qu'on va considérer un ensemble d'ouverts, donc là notamment les boules, centrées en xi et de rayon epsilon sur 3. Donc si je considère ces boules-là, bah pour n'importe quel i, je peux assurer, donc pour tout i dans grand I, je peux assurer que cette boule intersectée avec D est non vide, car D est dense. Ok. Mais chacun des DI va être distinct, hein, donc on va se retrouver, donc on peut considérer soit DI un élément dans cette intersection pour tout I, tac. Eh bien, les DI, donc ainsi, la distance entre DI et DJ, elle est égale, ou si vous voulez même, moi je mets juste égale, elle est égale à la norme de, que je fasse pas de bêtises, xi moins di plus xi moins... Bon, je veux dire ça comme ça plutôt. Attendez. Comment je veux écrire ça? Parce que j'ai envie de faire intervenir DI et DJ et de manière un peu, enfin, assez intelligente. Peut-être que la bonne façon, c'est de faire epsilon inférieur ou égal à norme de xi moins xj. Après, j'ai envie de dire que ça, c'est la même chose que xi moins di
moins xj plus dj plus di moins dj. Là, j'ai l'inégalité triangulaire qui me permet de dire que ça, c'est inférieur ou égal à xi moins di moins, enfin plus xj moins dj et ensuite plus di moins dj. Or, celui-là, donc les deux premiers sont inférieurs ou égal à epsilon sur 3. Je me retrouve avec 2 epsilon sur 3 plus, voilà, donc je pense que c'est comme ça que je voulais l'écrire. Donc je me retrouve avec ça. Et du coup, ça veut dire que di moins dj est supérieur ou égal à epsilon sur 3. Et donc par conséquent est non nul. Donc je me retrouve avec une famille. Les di forment une famille d'éléments de D non dénombrables, car I est non dénombrable. Et ça amène à une contradiction, puisque D était supposé dénombrable. Donc n'importe quel sous-ensemble d'un ensemble dénombrable est dénombrable ou fini. Donc contradiction. Voilà. Donc ça veut dire qu'en effet, E n'est pas séparable. Et donc, la dernière étape, c'est vraiment la même. Comment? Je vais y arriver. Donc la dernière étape, c'est en fait appliquer le résultat qu'on vient de démontrer. Donc là, on a C qui est l'espace vectoriel des L infini. Donc montrer que cet espace-là est séparable, et non séparable, pardon. C'est là où je suis en train de réfléchir à comment je veux m'y prendre. Et je pense qu'il faut que je joue avec les parties. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il faut que j'utilise un ensemble classique qui n'est pas dénombrable, hein, qui est un résultat connu. En tout cas en cours, on le voit en première année de classe prépa. Éventuellement en deuxième si on n'a pas le temps de le faire en première année, mais normalement c'est en première année de classe prépa, les notions de dénombrabilité. Et donc là notamment, j'ai envie d'utiliser que les parties d'un entier, c'est non dénombrable. Donc partie d'un entier naturel, c'est non dénombrable par Cantor. Hein, c'est le théorème de Cantor qui permet de dire ça. Soit dit en passant, il me semble que j'ai dû faire une interro surprise pour démontrer cette chose-là. Donc je mettrai le lien en description sur l'enregistrement, ça pourrait être utile. Donc l'idée c'est que j'ai envie d'utiliser ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais considérer alors pour tout U partie de n. Alors U c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais l'appeler L. Pour toute partie L partie de n, on considère U indice L comme étant la suite U, L, N. U, L. Je pense que je devrais mettre L en exposant plutôt qu'en indice, sinon ça va être un peu embêtant à écrire. U, L, N. Donc UL qui va être ULN comme ça. Cette suite, je vais dire qu'elle vaut 1 si n est dans L et 0 sinon. Avec UN L qui est égal à 1 si n est dans L, 0 sinon. Comme une fonction indicatrice, quoi, si vous voulez. Donc j'ai ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si je regarde la norme infinie de UN... Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la norme infinie de UNL, c'est toujours inférieur ou égal à 1, peu importe la partie.
Donc bien sûr, UN, j'ai mis un N, il fallait pas que j'en mette un. Donc la suite UL, c'est bien un élément de L infini. Hein, je l'ai appelé, je vérifie, je l'ai bien appelé L infini. Je l'ai appelé L infini. Donc c'est bien une suite de L infini, tout va bien, c'est bien une suite bornée. La deuxième chose, c'est que si je regarde maintenant UL moins UL prime, avec L différent de L prime, bah le fait de savoir que L est différent de L prime, ça veut dire qu'il existe un N qui est dans L mais qui n'est pas dans L prime, ou un N qui est dans L prime et qui n'est pas dans L. Donc ça c'est équivalent à dire qu'il existe N appartenant à L sauf L prime, ou il existe N appartenant à L prime mais pas dans L. Et à cause de ça, bah ça veut dire qu'il y en a une des deux suites qui va valoir 1 pour le N donné, et l'autre qui va valoir 0 automatiquement. Et donc, bah, ça veut dire que ce machin-là, c'est égal à 1. Donc en l'occurrence, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Donc là, le 1, ça serait le epsilon. Donc si je fais maintenant le parallèle avec l'exo, enfin la question d'avant, je vois qu'en fait, l'ensemble I, ça va être les parties d'entiers naturels. Donc ça c'est bon. Le epsilon, ce sera 1. Et bah, les éléments, c'est les UN, c'est la famille d'éléments, c'est les UNL, enfin c'est les UL, pardon. Voilà, donc ça joue le rôle des XI. Et donc bah, en faisant ce parallèle, on se rend compte qu'on a bien vérifié la propriété demandée de B, et donc en appliquant B, on conclut que L infini avec la norme infinie n'est pas séparable. Voilà, c'est un joli petit exercice de topologie un petit peu plus poussé, puisque l'idée c'est vraiment de vous faire manipuler une nouvelle notion, donc là la séparabilité. Bah voilà, à travers cet exo, bah, on a pu voir maintenant un exemple d'un ensemble qui n'était pas, enfin d'un espace vectoriel qui n'était pas séparable pour une certaine norme. Donc je trouve que c'est assez joli à faire comme exo, et voilà, je voulais vous le partager pour cette colle. Bien, bon bah on aura mis 2 heures, hein. 2 heures et quelques minutes, mais on aura mis 2 heures pour venir à bout de cette planche d'aujourd'hui sur la topologie, donc thématique que vous aviez choisie. Bon voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu ces exercices-là, hein. J'ai essayé de faire une sélection d'exercices qui à la fois amènent un peu de curiosité et qui vous permettent aussi de manipuler des choses très classiques. Parce que bah là, voilà, l'équivalence des normes, c'est hyper classique. Ces sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel, savoir si c'est fermé, etc., si l'intérieur est vide et tout ça. Ces propriétés-là aussi, ce sont des trucs hyper classiques de topologie de deuxième année de classe prépa. Et après, bah, je voulais vous amener un petit peu de folklore, donc l'exo 2 et l'exo 3. L'exo 2, c'est un peu folklore, un peu rigolo, un peu rigolo, un peu hors des clous, même si on n'est pas si loin d'exercices assez classiques du genre. Hein. Comme j'ai dit, c'est un cousin de sinus n. Et puis, bah, vous amenez une nouvelle notion, la séparabilité, qui est une notion un peu spéciale qu'on utilise en topologie un petit peu plus élevée. Bref, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans des cadres d'oraux type centrale XENS ou même dans des concours, hein, dans des sujets concours écrits. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura permis donc de bien réviser votre topologie, ou voire même d'aller un peu plus loin. Et puis bon, bah, avant que je me mette à répéter, eh ben, à me répéter, parce que bah, évidemment je suis vieux et je radote, tout va bien. Ben, je vous remercie pour ceux qui ont été présents en live. Je vous remercie également sur YouTube pour ceux qui auront vu le record, d'avoir suivi cette colle du soir. Et puis ben, on se retrouve bientôt. Donc pour le prochain live, ça sera jeudi, jeudi 21h. Et bah, après, il y aura aussi les corrections des sujets à Greg qui s'en viendront samedi prochain et dimanche prochain. Voilà. Portez-vous bien, bon week-end, et puis à très vite. Donc, salut tout le monde.